Au nom d'Harmonie Mutuelle de la région Grand Ouest, qui regroupe la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans ce Webson, une émission de conversation citoyenne en ligne, co-organisée avec notre partenaire engagé dans le développement durable, Sans Transition. La période pandémique qui vient de s'écouler a bousculé et bouscule encore notre société. Nous sommes face à un glissement sociétal, un changement de période. 10% des Français changent de vie, de travail, de partenaire, de lieu de vie. 40% des actifs ont accédé au télétravail quand d'autres restaient en première ligne. Pour Harmonie Mutuelle, l'amélioration de la santé des personnes et de la société peut passer par la prise en compte de cette transformation de notre société. Lutter contre l'isolement, la perte de liens, le stress, améliorer le lieu de vie, l'habitat, favoriser les nouveaux liens de proximité, les circuits courts, le prendre soin de soi et de son entourage, agir sur les facteurs sociaux, économiques et environnementaux, voilà notre raison d'être. Nous voulons, avec vous et les observateurs attentifs du corps social, y réfléchir pour agir collectivement, comme aujourd'hui, durant ce Webson, en compagnie de Jean Viard. Bonne émission à tous. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le Webson, l'émission de conversation citoyenne participative de la revue Sans Transition, la revue engagée du local au global, dédiée aux innovations et alternatives écologiques et sociales. Cette nouvelle émission est réalisée en direct et diffusée sur nos réseaux sociaux, Facebook et YouTube, ainsi que sur ceux de nos partenaires, avec le soutien d'Harmonie Mutuelle Grand Ouest, que je remercie au passage pour son engagement durable à nos côtés. L'intensification du télétravail depuis mars 2020, la hausse de productivité associée, semble avoir été bien vécue par la majorité des salariés, au point que certaines entreprises envisagent de conserver à l'avenir une partie de leurs salariés à la maison dans des tiers-lieux ou imaginent aussi dès à présent d'autres formes de travail innovantes. Objectif, réduire leurs coûts immobiliers, bien entendu, mais aussi et surtout leur impact carbone afin de répondre à ce nouveau besoin pour une meilleure qualité de vie au travail, afin de concilier vie personnelle et vie professionnelle. Pour discuter de ce sujet de la révolution au travail, j'ai le plaisir de recevoir le sociologue Jean Viard. Bonjour Jean, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes éditeur et homme politique français, vous êtes diplômé en économie et sociologie, directeur de recherche au CNRS ainsi qu'au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. On connaît vos travaux notamment sur la thématique du temps libre, de l'agriculture ou encore des 35 heures. Vous êtes aussi directeur de collection aux éditions de l'Aube. Votre dernier ouvrage, La révolution que l'on attendait est arrivé, sorti en mai 2021, dresse un état des lieux de la France de l'après-pandémie, une France complètement bouleversée, notamment au sein des entreprises. Alors nous allons bien sûr plonger dans cette révolution que l'on attendait. Place à la première partie de notre émission, c'est le grand entretien. Alors Jean, pour préparer cette rencontre, vous m'avez dit que vous aviez mesuré qu'environ 10% des Français sont en train de changer de vie, de conjoint ou encore de métier suite à la pandémie. Quel est l'impact de cette révolution sociétale au sein du monde du travail ? Si vous voulez, on a vécu avec le fait que 5 milliards d'hommes aient modifié leur vie pour essayer de survivre et pour faire vivre la société. On a vécu une rupture dans l'histoire de l'humanité qu'on va mettre du temps à comprendre. Jamais 5 milliards d'hommes n'ont eu le même comportement pour essayer de sauver les plus vieux, les plus gros et les malades, comme je dis souvent. Donc ça, c'est une chose absolument essentielle à comprendre. On est face à une rupture, et qui est une rupture pour, j'allais dire, humaniste, à l'intérieur de l'histoire des sociétés. Et alors, on a tous réfléchi. On a été plus longtemps les uns avec les autres, on a arrêté d'aller travailler pour une partie d'entre nous, une majorité, plus ou moins longtemps, etc. Et au fond de ça, il ressort une société méditative sur la vie privée. 1 million de couples se sont séparés. On a les mêmes chiffres en Chine, on a 10% à Wuhan, par exemple, de couples qui ont explosé. Donc on est à peu près dans la même proportion à New York. On a des gens qui ont quitté les villes. Le prix en ce moment de l'immobilier en dehors des villes augmente entre 10 et 20%, alors qu'à Paris, il baisse, par exemple. Alors, ça ne veut pas dire que les villes vont se vider, mais si vous voulez, ça veut dire qu'il y a un nouveau rééquilibrage. Il y a peut-être 2 millions de personnes qui ont quitté leur emploi en disant « mais mon boulot n'a aucun sens, ce job est idiot ».
il est pas écolo, cette entreprise vend des trucs inutiles, etc. Et puis, il y a beaucoup de gens qui posent des questions dans leurs entreprises sur effectivement, bon, à quoi ça sert. On voit bien les managers sont en train d'essayer de redéfinir le discours, si vous voulez, de l'utilité sociale. Et c'est pas qu'un discours, je pense, si vous voulez, qu'ils vont, il va y avoir des évolutions. Donc ça, c'est cette-là. On est dans une vague, si vous voulez, énorme, qui nous entraîne. Et puis après, il y a la vague ukrainienne qui vient en contre-pied, mais qui ne va pas tout casser à cause de cette attaque russe. Donc ça, c'est le fond. Et dans ce fond, ce qu'on a vu pendant la pandémie, c'est quoi? C'est qu'au fond, il y a trois groupes sociaux, pas ceux dont on parle tout le temps. Trois groupes sociaux. Il y a effectivement les gens qui ont produit pendant la pandémie, les ouvriers, les paysans. En général, ils habitent autour des métropoles ou dans certaines régions particulières, pas très loin de leur lieu de travail, souvent dans des lotissements, des maisons neuves ou des petites villes. C'est un groupe. Deuxième groupe, ceux qu'on a vus tout le temps pendant la pandémie, ceux qu'on a applaudis. Les gens du care et du service, les camionneurs qui roulaient la nuit pour emprisonner les supermarchés, les vendeurs, les caissières qui disaient ah ben pour la première fois on me dit bonjour. Bon. Le mangeur du care et du service, eux ce qu'on a vu c'est qu'ils habitaient loin de leur lieu de travail parce qu'ils sont mal rémunérés et que donc effectivement ils font des grands trajets. Et puis le troisième groupe, Les essentiels, finalement. ouais, voilà. Oui les essentiels on peut le Et dire comme ça. Et puis le troisième groupe, c'est disons les 40% de gens, j'y mets les enseignants, qui ont eu la possibilité d'être en télétravail, qui ont appris. Moi, je peux vous parler de Skype, je peux vous parler de... Je savais pas tout ça. Bon, on est tous pareils. Et ça s'est aussi développé dans l'intrafamilial. Le premier lieu du numérique, c'est devenu l'intrafamilial. Parce que les familles vont plus se déplacer, ont communiqué, les enfants, machin. Et puis, le débat sur est-ce qu'il faut se faire vacciner ou pas, il était pas seulement dans la sphère publique, il était essentiellement dans la sphère familiale. C'est-à-dire quand il y avait une prise de position d'un ministre, il y avait des centaines de milliers de parents qui relayaient en disant « Attends, fais gaffe, oui, je sais, mais attends, mamie à Noël, etc. » Bon. Et c'est vrai dans ça, c'était vrai évidemment dans la sphère du travail, où la France, qui est un pays où il y avait 4% des gens en télétravail, la France, c'est un pays où on considère le travail comme présentiel. C'est un de nos énormes problèmes. En gros, tu travailles les heures où on te voit. Et que, entre-temps, en réalité, sur ton ordinateur, tu sois en train de te voyager au Pérou ou en train vraiment de bosser, au fond, d'ailleurs, la plupart des gens organisent leurs vacances pendant leurs heures de bureau. Donc, au fond, on avait cette vision très présentielle du travail. Et là, d'un coup, on a dû se rendre compte qu'on pouvait travailler sans venir, qu'on pouvait être productif sans venir, qu'on pouvait, ça ne veut pas dire que ça remplace, mais on pouvait faire tout ça. On estime que la productivité a augmenté. Il y a à peu près 38% des gens qui ont travaillé comme ça, même si ça pose des tas de problèmes. Ça pose des tas de problèmes dans la vie familiale, ça pose des problèmes évidemment dans le du travail, parce que la machine à café, comme on dit, est un moment important de la sociabilité de l'entreprise, les liens, les amitiés, les amours, etc. Donc il faut bien voir tout ça. Voilà. Donc si vous voulez, on s'est rendu compte de ça. Et du coup, on s'est rendu compte qu'on peut se déplacer dans l'espace. Parce que on peut venir à Paris, à Marseille, à Lyon ou à une autre ville importante, à Nantes ou à Rennes, peut-être 2 jours par semaine. Et les autres jours, on travaille chez soi. Et on travaille chez soi ou à côté de chez soi, on y reviendra. Donc, si vous voulez, ça a un effet sur l'espace-temps que ça rend un peu différent et ça a un effet sur l'espace privé que ça bouscule avec l'espace productif d'une nouvelle manière. alors télétravail, visioconférence, tiers-lieu, travail rapproché, le temps et l'espace sont bouleversés avec ces expérimentations d'hier qui deviennent peu à peu durables et qui sont en train de révolutionner le monde de l'entreprise. Forcément, tout ça, ça se transforme complètement, Jean Viard. Comment vous observez, analysez, cette mutation au sein du Mais monde si des vous entreprises? voulez, je dirais que d'une part, c'est le relais de croissance dont on avait besoin. En gros, depuis 20 ans, on n'arrivait plus bien à augmenter la productivité. On n'avait pas d'effet productif. Vous voyez, quand on dit il faut augmenter les salaires, etc. Bon, d'accord, mais il faut qu'on crée de la richesse, et pour qu'on crée de la richesse, il faut augmenter la productivité. Là, au fond, on a trouvé un relais de croissance. Alors, on a trouvé un relais de croissance parce que d'une part, on gagne du temps. Le salarié ne dépense pas l'énergie transport, on va dire, qui est pas seulement du temps, c'est de l'énergie, il est dans les bouchons, les embouteillages, etc. Bon, alors c'est aussi un lieu où on réfléchit, la voiture. C'est pas entièrement un lieu négatif, mais la voiture, quand on est dans une voiture. Mais quand même, donc là, ça gagne. Et si vous voulez, de l'autre côté, il est hyper concentré. Et en France, un des grands problèmes, c'est la réunionnite. On passe son temps en réunion, des réunions plus ou moins utiles. Là, on l'a en grande partie fait disparaître. Donc, du coup, le temps de travail du salarié, en fait, moins de réunions, moins de temps de transport, ça, effectivement, ça l'a permis de se concentrer. Mais il l'a aussi, c'est qu'il l'a organisé autrement. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui envoyaient des messages le soir à 10 heures. Parce que s'ils préféraient faire la sieste et puis travailler après le repas du soir, ça gêne personne. Donc il y a toute cette plasticité du temps qui permet aussi aux gens d'améliorer, d'adapter leur mode de vie. Ceux qui veulent faire un cross, ceux qui veulent accompagner leur gamin, je sais pas, au théâtre. Il y a tous ces mélanges vie privée qui me rappellent les débats qu'on a eus sur les 35 heures.
au moment des 35 heures, parce que l'idée, c'était déjà de mélanger les temps et les espaces. Donc, c'est ça qu'il faut avoir dans la tête. Oui, Et on voit allez-y. bien que là, justement, vie personnelle, vie professionnelle, il y a cette recherche de l'équilibre. Je vous propose, Jean, de regarder un reportage de notre partenaire TBO, TB Sud. C'est sur un tiers-lieu du côté de Crozon, la presqu'île, dans le Finistère. Et vous pourrez réagir justement dans cette mutation en cours qu'on est en train d'évoquer ensemble. Formatrice pour une ONG, Sandra aurait dû être actuellement à Madagascar. Et du coup, les formations qui normalement se passent en présentiel, on les fait à distance. C'est ici, dans cet espace de coworking, qu'elle vient donc s'assurer calme et connexion. On peut avoir accès à des bureaux pour travailler de manière seule, donc au calme, sans avoir chien, enfant, conjoint. Face à la demande, 2 nouveaux bureaux ont récemment été aménagés. Il y a des nouveaux télétravailleurs en recherche d'isolement sur 1 heure, sur 2 heures, sur une demi-journée. Ces nomades ont besoin d'avoir un accès ponctuel à Internet, soit rencontrer un client. Il y a des gens qui ont acheté en presqu'île en fait une deuxième maison. Comme ils ont l'autorisation de leur entreprise de télétravailler aujourd'hui, toutes les vacances scolaires, pas que l'été, il y a toujours du monde ici en nomade. Donc des personnes qui habitent pas Crozon encore, mais on peut être en fait un déclic pour eux. Des travailleurs, parfois en reconversion vers des métiers souvent liés au bien-être ou des métiers jugés plus utiles. Moi, j'ai pas d'ordi avec écran et micro, que j'ai une visioconférence à faire pour valider mon bloc professionnel. C'est les outils qui sont ici et les copines qui sont là aussi pour aider. C'est un bel endroit qui a plein de belles énergies. Un soutien technique, mais aussi humain. J'ai fait plus de 3 ans de télétravail et ça m'a vraiment pesé à la fin, ce manque de relations. C'est très dur déjà de se lancer dans l'entrepreneuriat n'importe où en France. En tout cas ici, il faut oser. L'objectif vraiment premier d'ici, c'est se retrouver avec d'autres personnes. Parce qu'un cybercafé, c'est très pratique, mais un café partagé, c'est encore mieux. Toute l'équipe de Coworpeak est désormais impatiente de retrouver tout ce qui fait l'ADN de cette petite maison dans la presqu'île. Alors Jean-Pierre, une réaction peut-être sur ce tiers-lieu du côté de Crozon. On voit bien l'ancrage que ça permet au sein d'une petite commune et aussi la dimension de transformation sociale que ça apporte. Tout à fait, si vous voulez. Moi, j'ai investi dans un tiers-lieu en Bretagne, aussi un peu plus loin que là où ils sont, dans le Finistère, où on est maintenant 150 à avoir investi pour développer un tiers-lieu, parce que je voulais voir comment ça marchait quand on était dedans, ceux qui réfléchissent, qui écoutent, etc. Donc j'entends très bien ce que C'est à dit Pont-l'Abbé, c'est ça, hein? C'est à Pont-l'Abbé, c'est sur la grande place de Pont-l'Abbé. On a racheté un hôtel qui effectivement était un hôtel en Bretagne qui voit pas la mer et qui c'était pas terrible, donc il était en faillite, donc on l'a racheté et on a mis chacun 5 000 euros. Au début on était 30, maintenant on est 120, donc 120, 5 000 euros. Ça marche, ça travaille, il y a des salariés, il y a des gens qui viennent en tiers-lieu. Donc je connais, j'allais dire un peu de l'intérieur, ce genre de lieux, qui sont des lieux intéressants parce qu'ils font lier les gens qui viennent travailler, si possible avec des mondes artistiques, etc., si possible avec des services techniques locaux qui viennent expliquer aux gens comment faire leurs impôts, etc. Il y a des permanences, c'est tout ce qui touche au numérique. Ça permet aussi de former des jeunes, ça a tous ces différents métiers. Au fond, c'est la maison du peuple numérique dans le territoire. On va le dire comme ça fait image, mais je crois qu'il faut l'entendre comme ça. Ça peut se lier aussi avec l'agriculture, avec les circuits courts. Il y a aussi des endroits où ça marche très bien dans cette dimension. Au fond, c'est pour ça que je dis c'est la nouvelle maison du peuple numérique. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que, d'une part, ce qu'on demande après cette pandémie, c'est un renforcement du proche. Le proche familial, qui a été ce qu'on a vécu, et plutôt bien pendant la pandémie. Je rappelle que pendant la pandémie, le sentiment de bonheur des Français est passé de 75% à 80%. Donc les gens ont été au fond assez heureux de se débarrasser de contraintes sociales, d'habitudes. Bon, voilà. Et deuxièmement, le proche géographique, c'est-à-dire comment on a à la fois un collège, les enfants du collège, et puis des gens qu'on retrouve qui, par nécessité, habitant à côté, on se rend compte qu'on les croisait à la salle de sport, à la mosquée, à l'église, à la sortie du collège. Donc vous voyez, ça crée du lien. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le tiers-lieu, c'est un deuxième lieu de travail. C'est-à-dire que vous avez une entreprise où vous allez de temps en temps, là c'est un autre niveau avec une hiérarchie, machin, etc. Mais il y a aussi, on vous rencontrez du coup des gens qui habitent pas près de chez vous. Et puis vous avez ce lieu, le tiers-lieu, où vous rencontrez des gens qui ne travaillent pas avec vous, qui n'ont pas le même syndicat, le même patron, etc. Donc, vous n'êtes pas dans des rapports ni de concurrence, ni de lutte sociale, etc. Donc, vous pouvez parler salaire, vous pouvez parler boulot, vous pouvez rendre compte comment les autres sont respectés dans leur boîte ou pas respectés. Donc, toutes choses, si vous voulez, que vous apprenez et qui font former, à mon avis, une culture salariale qui va être une culture salariale extrêmement enrichie
sur ces éléments. Et c'est important, parce que si vous voulez, il est clair qu'en France, il y a une usure du rapport salarial, il y a une usure du rapport d'autorité, il y a une culture du petit chef, qui freine, je dirais, l'épanouissement des gens, leur productivité, mais leur épanouissement. Donc, de ce point de vue-là, je crois vraiment que c'est un truc extrêmement intéressant, ces tiers-lieux. Il y a des lieux de coworking qui sont que des lieux de travail partagé, mais le tiers-lieu, c'est un peu plus vaste comme projet. Moi, vous savez, on en a en France, on en avait 1800 avant la pandémie, donc vous voyez, ça avait déjà démarré. Là, on est à 2600. Le gouvernement labellise à peu près 300 par an. Je sais que le nôtre à Pont-l'Abbé a été labellisé. L'intérêt d'être labellisé, c'est qu'on reçoit pendant 2 ans de quoi financer 2 salariés, pendant 3 ans. Donc, si vous voulez, c'est important parce que ça fait un booster de démarrage. Et puis, c'est aussi une reconnaissance. Ça veut dire qu'on est rentré entre les tiers-lieux, on échange, on discute. Et puis, on s'est rendu compte d'autre chose, c'est qu'un tiers-lieu, c'est des compétences mises en réseau. Vous voyez, nous, en Bretagne, on est 130. Dedans, il y a la patronne du salon de l'agriculture, il se trouve qu'elle habite là, il y a des libraires, des gens. Et quand d'un coup, il y a un sujet qui arrive sur le territoire, au fond, on devient un comité d'expertise incroyable pour réfléchir à la transformation d'un site, d'un lieu, donner des conseils à un patron, etc. Ou à une association, ou autrement. Donc, si vous voulez, ça devient un lieu d'expertise intéressant, bénévole. C'est simplement, voilà, comme on a les réseaux, on dit, tiens, on va faire une réunion là-dessus, qui c'est qui vient. Donc, si vous voulez, je pense que ça réinvente des pratiques sociales dans l'entreprise, pour créer de la richesse et du travail, mais effectivement dans une autre ambiance de production. Durant la pandémie, Jean Viard, les salariés ont changé leur manière de travailler. Il y a des nouveaux lieux comme celui qu'on vient de voir du côté de Creton. Les conséquences pour le management des entreprises, vous l'avez évoqué brièvement tout à l'heure. Concrètement, ça change maintenant quand on a des collaborateurs, parfois par dizaines, qui sont en plus ou moins en télétravail, parfois en télétravail partiel, certains dans un tiers-lieu, et qu'on doit avoir en réunion chaque lundi en visioconférence. Forcément, on se voit moins. Le rapport humain n'est plus le même et ça a des conséquences pour les managers. Alors, quelles sont ces conséquences, Jean Viard, et comment peuvent-ils s'adapter? C'est pas très facile. Alors, disons une chose. Depuis les 35 heures, il y a 2 jours où tout le monde était dans l'entreprise, c'était le mardi et le jeudi. Parce que depuis les 35 heures, il y a toujours des gens qui n'étaient pas là le lundi, vous avez pour moi c'est le week-end, qui n'étaient pas là le mercredi parce qu'ils s'occupaient de leurs enfants, et d'autres étaient le vendredi, c'était déjà parti. Donc, si vous vouliez faire une réunion dans une entreprise, c'était le mardi et le jeudi qui avaient pris une fonction très différente des autres jours de la semaine. Là, au fond, on va être dans cette situation d'abord parce que je pense que les gens vont aller au moins 2 jours dans leur entreprise. C'est la première. Donc, le lien avec le manager n'est pas entièrement rompu. Sauf que le manager, il faut qu'il apprenne à la fois à travailler quand les gens sont là, et à travailler en direct avec des gens qui n'ont pas tous le même rapport au numérique, qui comprennent qu'il y a très bien un type qui peut faire la sieste tous les jours de 2 à 3, et c'est pas un glandeur. Parce que quand vous écoutez certaines déclarations du patronat, notamment du président de MEDEF, vous sentez bien que le lien entre travail à domicile et glandouille, il y a un peu des confusions dans pas mal d'esprits. Et je parle pas dans la haute administration. C'est en train de changer quand même, ça, Jean Viard. Les entreprises, ils voient leur intérêt. Le coût carbone, ils ont des comptes à rendre, la RSE. Il y a aussi l'immobilier. Il y a plusieurs bénéfices, disons-le pour le patron. La première chose, c'est qu'en télétravail, vous pensez jamais à demander des heures supplémentaires. Parce que comme vous savez jamais exactement comment vous travaillez, le patron ne sait pas non plus, mais au fond, vous non plus. Donc, si vous trouvez que vous avez beaucoup travaillé, vous avez plutôt tendance à aller faire 1 heure de jogging que d'envoyer une demande d'augmentation. Donc, pour le patron, il y gagne sur les heures supplémentaires. Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est qu'il y gagne effectivement sur l'immobilier de bureau. C'est aussi important. Et donc, beaucoup d'entreprises se retrouvent avec des locaux trop grands, ils diminuent. C'est aussi pour ça. Prenez par exemple l'exemple de la Défense, sur lequel je suis allé justement travailler pour observer à l'autre bout ce qui se passait, notamment pour Groupama Immobilier, qui est un des plus grands propriétaires de la Défense. Si vous voulez, ils ont une diminution. Effectivement, ils ont 20 ou 30% des surfaces qui doivent trouver un nouvel usage. Et puis, ils ont aussi une population qui, en gros, vient 2 jours par semaine. Et donc, il faut qu'ils inventent des logements, on va dire. Au fond, on va vers la ville secondaire. Si je vais 2 jours par semaine à la Défense, ce que je veux, c'est trouver un petit appart où il y a mes affaires, où j'ai mon linge, ma chemise, des chemises d'avance, mes bouquins, voilà, les trucs que j'aime bien, un tableau, une photo de ma femme, de mon chien, de ce que j'ai envie de mettre. Et ce qui marche bien, c'est on réfléchit à des lieux comme ça, où vous arrivez, vos affaires sont là, et vous partez, vous laissez tout. Il y a quelqu'un qui vient, il enlève tout, le linge est lavé, rangé, vos affaires sont mises dans un grand placard, etc. Et puis ça sert à quelqu'un d'autre pendant 2 jours. Le week-end, c'est louer un Airbnb à un touriste. Et donc le même logement, mais chaque fois, vous avez vos affaires, vous n'amenez pas de valise, quoi. Vous circulez sans valise. Et ça correspond à une population qui vit à 1 ou 2 heures des métropoles, qui vient 2 jours par semaine. C'est une population, à mon avis, de cadre moyen et supérieur, si il faut le dire. C'est une population forcément un peu bobo. Ça peut être aussi une population d'enseignants. Je pense que là, l'éducation nationale
national a fait comme si on avait oublié la période de pandémie. À mon avis, c'est une erreur. Les enseignants ont appris à enseigner en numérique. Ils pourraient très bien ne pas aller tous les jours, se déplacer. Ils pourraient très bien faire une heure de cours de temps en temps avec leurs élèves en disant la semaine prochaine on n'y va pas, on le fait comme ça. Enfin bon, il y a là tout. C'est un gros boulot. L'éducation nationale est une machine difficile à faire évoluer. Vous voyez, il y a tous ces avantages. Donc cette question dans les villes, c'est pour ça d'ailleurs aussi que le prix diminue à Paris parce que du coup il y a moins de gens qui veulent y habiter. Et donc effectivement, on est au fond, si on résume, on est vers un mouvement où les grandes villes deviennent le lieu des célibataires. À Paris, il y a déjà 50% des logements occupés par des gens tout seuls. Ça va augmenter. Et au fond, la ville devient un moment où on y va quand on est jeune pour se former, pour découvrir l'amour, etc. On y va en congé, en vacances, en voyage, etc. Et au fond, les gens qui habitent la ville, c'est ceux qui la font tourner, quoi. Les gens de la ville, le care, le service, les barman, les restaurateurs, l'entretien, la sécurité, etc. Et au fond, les Français habitent autour, plutôt dans des petites villes, parfois à la campagne. Au fond, l'idée, c'est comment j'ai une maison avec jardin pour le prix de 30 mètres carrés à Paris, où je peux élever mes enfants et qu'ils aillent dans une école paisible, avec aussi l'idée que peut-être à la campagne, ça sera un peu plus homogène socialement, et qu'au fond, vous savez, les bobos télétravailleurs, ils votent pas pour l'extrême droite, mais ils agissent avec leurs pieds parfois pour ne pas avoir de problème de voisinage. Finalement, si je vous ai bien entendu, parmi celles et ceux qui peuvent télétravailler, soit environ 40 à 50% maximum des salariés travailleurs, l'impact il est clairement positif pour les entreprises qui les emploient également, à la fois en productivité, à la fois donc côté personnel pour les travailleurs, même s'il y a des complications un peu en management, mais voilà, ça s'arrange, on trouve des solutions. Par contre, pour les autres, ceux qui peuvent pas télétravailler, les essentiels, les autres groupes que vous avez évoqués, quelles solutions pour éviter un risque de fracture sociale? Parce que forcément, eux, ils vont continuer à se déplacer. Le gasoil est de plus en plus cher, l'essence, dans ce monde qui est en pleine mutation. Donc, comment on fait concrètement? Il y a deux problèmes différents. Il y a le problème, j'allais dire, des ouvriers et des paysans, pour faire vite. Dans la vraie vie, ils habitent assez près de leur lieu de production. Dans la vraie vie. Parce que leur lieu de production a été déplacé depuis 30 ou 40 ans, on les a sortis des villes, on les a mis dans certaines, ou des régions industrielles, ou surtout en périphérie des grandes métropoles, et ils sont allés habiter dans le lotissement autour. Donc là, le problème, c'est de construire un territoire citoyen, politique, à l'échelle de ce périurbain, qui est un non-lieu absolu où les gens votent très peu, c'est le territoire des Gilets jaunes, si vous voulez, c'est la France des Gilets jaunes, c'est aussi la France de l'extrême droite, il ne faut pas se le cacher, il y a un lien structurel dans le monde entier entre cette société de villas. Vous savez, en France, il y a 16 millions de maisons avec jardin pour 12 millions d'appartements, il y a 70% des gens qui habitent dans ces maisons avec jardin, 70%. Donc le cœur de la populaire français, si on peut dire, il est en fait autour des villes, mais c'est pas organisé politiquement, etc. D'ailleurs, les gens sont réunis sur des ronds-points. Donc c'est un lieu de la crise citoyenne. Et puis vous avez l'autre groupe social, c'est les gens du care et du service, qui forcément vont toujours travailler en ville, dans les hôpitaux, dans la police, les restaurants, etc. Bon, eux, ils peuvent pas délocaliser leur travail. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est délocaliser leur logement. Non pas les obliger. Mais moi, je pense que le logement social doit être complètement repensé et qu'il faut donner priorité dans le logement social aux gens qui travaillent à côté dans tous ces métiers-là. Parce que comme on peut pas, ils ont des salaires qui ne leur permettent pas d'habiter en général à côté de l'hôpital à Paris ou à Lyon ou à Marseille, parce que les prix sont élevés. Je pense qu'il faut complètement qu'on repense le logement social. Il faut revenir aux valeurs républicaines de Jules Ferry et dire qu'effectivement, l'instituteur a droit à un logement près de l'école, le policier, l'infirmière, et pourquoi pas la vendeuse, etc. Et là, il y a une vraie réflexion à avoir pour leur donner le droit à la proximité géographique, parce que le droit à la proximité géographique va devenir une valeur essentielle de la démocratie dans nos sociétés. Alors, et les collectivités dans ce retour sur les territoires, comme à Crozon, elles peuvent accompagner la création de ces tiers-lieux, et donc le politique de proximité. Comment peuvent-elles impulser ces évolutions au sein des entreprises via peut-être la création de lieux hybrides, Jean Viard? Ben, d'abord, elles doivent observer ce qui se passe. Moi, ce qui me frappe quand je vois des élus, je leur dis, mais t'as fait attention aux familles qui se sont séparées. Et quand il y a 1 million de familles qui se séparent, ça fait 2 millions d'adultes, plus 1 ou 2 millions d'enfants. Donc, il y en a partout. Donc, ça pose des problèmes de place en crèche, de garde, de logement, parce que si on se sépare, on a moins de sous, par définition. On sait que la séparation est une baisse de revenus. Donc, est-ce que tu es attentif à ce qui se passe là? En général, la réponse est non. Donc, c'est la première question, c'est de trouver des solutions tout de suite à cette population extrêmement fragilisée dans sa vie privée. De l'autre côté, effectivement, il faut que les tiers-lieux doivent être aidés, ce type d'équipement.
ce type de lieu. Donc c'est une des politiques publiques. On peut facilement, les mairies, faut pas forcément créer des tiers-lieux municipaux, mais on peut mettre à disposition des locaux à une association, on peut faire financer une partie. Vous voyez, l'autre jour, j'ai discuté avec le PDG d'Engie et il me dit, oui, mais est-ce qu'il faut que je crée des tiers-lieux pour mes salariés? Lui, il était presque prêt à prendre une carte de France, voir où habiter ses salariés et faire des tiers-lieux pour qu'ils puissent aller travailler. Je dis non, c'est pas du tout ça le tiers-lieu, c'est une hybridation du rapport au travail, c'est un lieu où on mange, c'est un lieu d'hybridation sociale et culturelle. Donc si vous avez baissé vos frais de loyer, vous pouvez financer des associations de tiers-lieux, etc. Mais ne faites pas des tiers-lieux Engie. Ça serait refaire des entreprises Engie partout, c'est pas l'enjeu. Vous voyez, c'est ce genre de logique, je crois, vers lequel il faut aller. C'est là où il y a de l'argent. Il faut dire aux entreprises, au fond, l'argent que vous payez en loyer, on va le récupérer en tiers-lieux. Ils peuvent financer les gens qui sont dans les tiers-lieux, ils peuvent leur donner, parce que ça veut dire que les gens ont un ordinateur, etc. Et ça coûte, on paye quand on va dans un tiers-lieu. Il y a aussi beaucoup d'endroits, par exemple au centre de Paris, il y a un tiers-lieu que j'observe qui m'intéresse, qui est juste à côté de la Bourse. En fait, c'est tous les hôtels de quartier qui ont loué des places. Et du coup, quand vous avez une chambre à l'hôtel, automatiquement, dans la prestation, il y a marqué là, à 200 mètres, vous avez un tiers-lieu avec des salles de réunion, on peut manger, branchez votre ordinateur, vous pouvez même avoir quelqu'un qui vous le règle, enfin, il peut y avoir du personnel qui fait les petits projets techniques que la plupart des gens sont absolument incapables de faire. Vous voyez, il y a toute cette offre, parce qu'il faut penser aussi à la population mobile, ce qu'on disait dans votre reportage. Parce qu'effectivement, ce qui va se passer beaucoup, c'est que les gens vont bouger sur le week-end, bouger sur les vacances. Parce que si, par exemple, on se dit, bon, attends, nous, on monte à la campagne le jeudi soir, on télétravaille le vendredi, on télétravaille le lundi, on descend le mardi quand il n'y a pas d'embouteillage. Et donc, vous voyez, les gens vont allonger leur week-end, certains. Les autres vont partir plus longtemps en vacances et du coup, ils travailleront une semaine sur deux, par exemple, pendant les vacances d'été, ce qui leur permet d'être avec leurs enfants, etc. Une des questions qu'il faut dire dans ce jeu, c'est qu'il faut faire très attention à la position des femmes. Parce que pas mal de couples qui se déplacent, bah oui, ça coûte moins cher la vie, le loyer est plus bas. Oh ben chérie, si t'arrêtais de travailler, on n'aurait plus besoin de la nounou, etc. Donc, il y a un risque de recul des femmes dans leur rapport au salariat auquel il faut être très attentif. Jean-Pierre, on a une autre vidéo à vous proposer sur une expérimentation qui est proposée par le Centre Michel Serres autour de la question du bureau de demain. Regardez-la avec attention et on espère votre réaction. Alors, une vidéo du Centre Michel Serres. LBMG Work Labs, on accompagne les nouveaux modes de travail et les nouveaux modes d'organisation du travail depuis 2010. On a lancé dans cette optique la plateforme Néonomade, dans laquelle on référence tous les espaces de travail alternatifs entre le bureau et le domicile. Depuis 4 ans, on a mis en relation des milliers de nomades avec ces nouveaux espaces. On a vu émerger notamment le coworking et les télécentres qui proposent des espaces très inspirants. Dans quelles conditions les entreprises vont pouvoir utiliser ces espaces et quels avantages elles vont y trouver? C'est vraiment la question qui reste en suspens en ce moment sur cet écosystème innovant. LBMG Work Labs, on a décidé de lancer l'expérimentation Quel bureau demain pour répondre aux 3 problèmes que les entreprises posaient par rapport à cette démarche. Donc le premier, c'est l'absence d'un réseau qui maille suffisamment le territoire. Dans ce cadre-là, nous, on a passé des partenariats avec la plupart des espaces en France. Ensuite, un problème d'accès et de fluidité d'utilisation. Un problème sur les questions que se posaient les entreprises par rapport à ces avantages et à ces opportunités d'utilisation de ces espaces. Et là, on a demandé l'aide d'un laboratoire de recherche, donc en l'occurrence Michel Serres, pour nous aider à mieux mesurer les impacts de l'utilisation de ces espaces par leurs salariés. Allô Jean? Oui, moi je suis là. On vous écoute, une réaction sur cette expérimentation? Non, mais si vous voulez, c'est typiquement ce qu'on disait, quoi. Je veux dire, il faut aussi se dire qu'on ne sait pas encore bien comment tout ça fonctionne, donc c'est très bien leur logique, c'est-à-dire d'essayer, de regarder, de voir comment ça va fonctionner. En plus, vous avez tout un problème d'ergonomie, d'ailleurs, on voit bien quand on va dans des startups ultramodernes, c'est pas du tout des bureaux comme dans les administrations, des PTT. Enfin, j'ai rien contre les PTT, mais contre les administrations, les gens peuvent être assis par terre avec leur ordinateur, ils peuvent être à 3 sur un canapé en train de réfléchir, etc. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte au fond que la créativité, elle est à un moment aléatoire à l'intérieur du temps de travail. Le moment où vous êtes innovant, le moment où vous avez une idée nouvelle, peut-être c'est en regardant une fille par la fenêtre, ou peut-être, j'en sais rien, moi c'est à un moment totalement impromptu. Donc le travail, c'est pas une accumulation, on n'est pas en train de monter un mur avec des parpaings.
ce qui fait une activité très noble, très utile, mais bon, c'est pas le même travail, si vous voulez. C'est plus compliqué que ça, le travail sur le numérique. Donc, tout ce qui est des lieux de création, il faut chercher, il faut innover, parce que le but, c'est que les gens soient un peu questionnés par les gens qu'ils rencontrent, questionnés par le lieu. On a bien vu, ils ont un travail sur les paysages, par exemple. Vous voyez, du verre, vous voyez, un des grands enjeux, c'est de voir la nature, de voir le patrimoine, si vous voulez, de voir des choses qui font sens pour qu'on se demande qu'est-ce que je suis en train de faire. Au fond, qu'est-ce que je construis dans le monde, moi? J'hérite ce vieil arbre, j'hérite cette vue sur cette chapelle romane. Donc, le travail des autres rentre dans mon cervelet et qu'est-ce que je vais laisser à la génération d'après. Et je pense que c'est exigeant en termes intellectuels et ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on va laisser à la génération d'après? On va conclure notre grand entretien sur ces mots, cher Jean Viard. C'est déjà la fin de ce grand entretien. Je vous propose de passer à la seconde partie de cette émission du Webson. La parole à nos experts locaux du Grand Ouest. Seconde partie de notre émission participative, le Webson, en partenariat avec Harmonie Mutuelle Grand Ouest, la révolution au travail avec Jean Viard. Avant de donner la parole à 3 acteurs locaux engagés, à savoir un espace de coworking du côté d'Avranches. Ensuite, on ira avec une association d'experts comptables aussi qui innove sur ces questions du bureau de demain ou encore une start-up YouSign. On va d'abord regarder une nouvelle vidéo de notre partenaire TBO TB Sud. Ça se passe à Rostronin en Centre-Bretagne. Comme tous les mardis midi, quelques habitants du Centre-Bretagne se retrouvent autour d'un repas, un moment convivial où chacun partage sa table. Ils se réunissent dans un ancien magasin de vêtements au centre-ville de Rostronin. Il appartient à une poignée d'habitants, regroupés en sociétés coopératives d'intérêt collectif. Alors en fait, c'est un collectif d'habitants de Rostronin qui, il y a un peu plus de 3 ans maintenant, s'est retrouvé en se disant que le bourg était un petit peu inanimé et il y a vraiment eu une volonté de redynamiser le centre-bourg. Et puis, on a eu beaucoup de chance parce que la famille Cadoré a entendu parler de ce collectif et ils nous ont proposé cette maison. Et l'audace semble porter ses fruits. Dans ce café-cantine, on compte de plus en plus de nouveaux habitants et certains investissent les locaux du centre-ville. Écoutez, je suis arrivée il y a 2 mois et grâce à ce lieu, j'ai connu une intégration vraiment exceptionnelle à Rostronin. J'ai ouvert un atelier de reliure juste à côté de l'espace Cadoré. Nous, on remarque ici à l'espace Cadoré qu'en fait, il y a énormément de gens qui viennent s'installer. Rostronin, à une époque, c'était un peu un trou, mais maintenant, il y a une effervescence culturelle, il y a une possibilité de bien manger, de bien vivre, et il y a un tissu social qui se fait qui est vraiment hyper intéressant. Et l'espace Cadoré participe à cette effervescence. Toute l'année, des ateliers sont proposés, comme de la méditation, des cours de dessin ou encore des chantiers de rénovation participatifs. La maison accueille même un Fab Lab avec des passionnés d'informatique. Aujourd'hui, il y en a 5-6 personnes qui sont venues pour faire une mise à jour de leur appareil, pour un dépannage, pour faire une installation d'une machine et ainsi de suite, voilà. Le but désormais est de structurer le projet et d'embaucher en ouvrant par exemple le café-cantine tous les jours. Un financement participatif est en cours pour avancer notamment sur les travaux. Alors, Jean Viard, on a avec nous Angélique Ferreira, qui est vice-présidente à l'économie de la communauté d'agglomération du Mont-Saint-Michel Normandie. Elle a impulsé au sein de sa collectivité un espace de coworking à Avranches, baptisé La Rampe. Bonjour Angélique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi avoir souhaité justement impulser cette dynamique sur votre territoire ? Alors nous, quand on a décidé d'ouvrir cet espace de coworking, c'était en 2019, donc avant la crise, juste avant en fait, et c'était une volonté d'aider les entrepreneurs en fait, la création d'entreprises. Donc c'était vraiment basé et dirigé vers les futurs entrepreneurs pour qu'ils puissent avoir un lieu pour travailler. On a remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui commençaient l'entrepreneuriat au sein de leur maison en fait parce qu'ils voulaient pas investir. Et donc on s'était dit que c'était bien de faire ce lieu. Sauf qu'entre-temps la crise est arrivée et en fait on s'est rendu compte que la population évoluer puisque effectivement nous avons toujours des entrepreneurs, nous avons aussi des travailleurs, des télétravailleurs qui ont décidé
pas télétravailler chez eux et qui cherchaient un lieu avec du réseau et avec un peu de tranquillité et qui cherchaient aussi du lien. Alors, du coup, après avoir impulsé cette dynamique, où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça fonctionne sur le territoire? Comment ça prend? Alors, nous, par exemple, dans notre lieu, on a un open space de 8 places environ, où c'est ouvert, hein, où on peut travailler et discuter en même temps. On a des bureaux privatifs qui sont tous quasi pris, enfin, qui sont tous pris d'ailleurs, c'est pas quasi. On a un grand bureau aussi avec des postes de travail, on a une salle de réunion. Et alors, oui, effectivement, alors c'est systématiquement pris, il y a très, très peu de disponibilité. Et on est même arrivé de prévenir dès le départ en disant que c'est momentané et parce qu'on est obligé de laisser un petit peu cet endroit accès à plein d'autres personnes. Et d'ailleurs, il y a des entreprises qui prennent le relais et aujourd'hui qui font eux-mêmes des bureaux, mais à titre privé, hein, avec des prix plus chers, puisque nous, on avait décidé de faire vraiment des prix planchers pour que ce soit accessible à tout le monde et pour leur montrer ce que c'était un petit peu. C'était quand même innovant, on est en ruralité, c'était quand même assez innovant de quitter sa maison pour aller louer un bureau, une demi-journée, voilà. On a cherché à faire du petit prix. Parfait. Et vous avez une question, je crois, Angélique, pour Jean Viard, m'avez-vous dit en préparant cette rencontre? Oui, alors tout à fait. Alors en fait, j'avais une première question qui était, j'avais 2 questions, mais alors rapidement, je voulais demander comment les collectivités pouvaient accompagner davantage en fait ces nouveaux modes de travail. C'était un peu cette première-là. Et puis tout à l'heure, en vous entendant parler, vous avez parlé du logement social. J'ai trouvé ça avec une proximité que vous disiez avec son lieu de travail, comme ce serait pas mal de donner une priorité. Je trouvais ça bien, mais alors moi je me disais, mais comment on gère tout ce turnover si on donnait une possibilité, vous voyez, d'accès au logement social? Alors, non, il y a 2 questions, mais on va commencer à la deuxième. C'est vrai que la première chose, c'est de se dire, on va tous essayer de rapprocher nos logements de nos lieux de travail. Tout le monde est en train de le faire. Il y a ceux qui peuvent et ceux qui peuvent pas. On peut pas avoir une rupture qui se crée comme ça dans la société, ça va créer des affrontements. Donc, du coup, il faut donner une possibilité à ceux qui peuvent pas déplacer leur travail de se rapprocher. Une possibilité, c'est pas une obligation. Et puis, effectivement, une partie de ces gens sont stables. Ce sont des fonctionnaires de la Sécu, ce sont des policiers, ce sont des gens comme ça qui restent plusieurs années sur leur poste, si vous voulez. Donc effectivement, c'est assez facile qu'ils restent ça. Pour la population, je dirais en CDI de moyen terme, puisque les CDI de très long terme, ça a un peu disparu, c'est tout à fait possible de le faire. Pour la population la plus fragile, effectivement, les gens qui font des saisons, les travailleurs saisonniers sont généralement les plus mal logés, les plus mal logés. Parce qu'effectivement, notamment dans les stations touristiques, on va pas leur donner des belles chambres, c'est là où on met les touristes, donc eux, on les met plutôt dans les caves qui n'ont pas de lumière. Donc on est là dans des situations difficiles de population, et vous avez tout à fait raison, je pense qu'il faut y être attentif, mais effectivement, c'est pas l'enjeu principal. Pour moi, l'enjeu principal, c'est effectivement de dire, il faut donner aux gens le droit à la proximité, en faire un principe d'organisation. Après, pour chaque situation, il faut réfléchir à ce que ça veut dire. En ce moment, en plus, si vous voulez, on a un retour des gens vers les petites villes, comme lieu de sociabilité, comme lieu de lien. Et donc, ça aussi, ça offre des possibilités, y compris, vous voyez, moi, je regarde beaucoup les zones zéro chômeur. Ça m'intéresse beaucoup, les zones zéro chômeur, parce qu'en fait, ça marche bien. C'est-à-dire de se dire, au fond, qu'est-ce qu'on a ici à faire que personne ne fait? Et puis d'un autre côté, on a des chômeurs qui touchent des indemnités, ou des gens en fin de droit, ou des gens en RSA depuis longtemps. Comment est-ce qu'on peut se dire, comment on met en face ces 2 logiques? Vous voyez, donc c'est toutes ces questions de mailler le territoire. Et juste une chose, il y a une chose, je veux dire, qui m'intéresse énormément, c'est les maisons de l'alimentation qui ont été faites en Occitanie. C'est quoi des maisons d'alimentation? C'est l'idée que dans ces lieux, au fond, les gens peuvent venir faire la cuisine. Et que donc, on va voir une dame qui est forte en couscous, une autre qui fait du poisson, une autre qui fait des plats traditionnels locaux, etc. Les gens réfléchissent, ils mangent, c'est ce qui nourrit, on y mange les lieux, au tiers-lieu, ce qui est fait par ces gens-là. Et puis, on y invite les agriculteurs. Et puis, les agriculteurs, on dit, mais attends, pour faire le couscous, non, c'est pas ça qu'il faut. Et pour faire tel plat, tu pourrais pas plutôt produire tel type de tomates, etc. C'est-à-dire, on remonte des différentes cultures jusque dans les champs pour créer ce lien de proximité aussi par l'alimentation. C'est un élément extrêmement important. D'ailleurs, dans les tiers-lieux, l'alimentation est un lieu central de rencontre aussi. Merci Jean Viard pour cet éclairage. Autre expert avec nous du Grand Ouest, nous avons le plaisir de recevoir IGAM Expertise, une association d'experts comptables, 310 collaborateurs répartis sur 35 agences dans l'arc atlantique. IGAM Expertise basée à Lamballe dans les Côtes d'Armor. Nous avons Anne-Laure Sagory, sa directrice des ressources humaines. Bonsoir Anne-Laure. Bonsoir, merci pour l'invitation.
Avec plaisir. Au sein de votre association, 310 collaborateurs, forcément plus ou moins en télétravail, comment on s'organise? Quel impact ces nouveaux modes de travail ont-ils sur votre structure? Alors, c'est vrai qu'à notre niveau, on avait déjà anticipé ces nouveaux modes de travail par l'instauration d'une charte sur le télétravail dès 2019, donc avant la crise sanitaire. Donc, ça commençait très gentiment à se mettre en œuvre et en place. Mais c'est vrai que la crise a été un accélérateur dans les demandes, clairement, de télétravail et la mise en œuvre auprès de nos collaborateurs. Donc, ça s'est fait forcément de manière forcée compte tenu des dispositions gouvernementales. Mais néanmoins, je rejoins tout à fait Jean-Pierre qui l'a exposé en introduction. La productivité, en tout cas, de nos collaborateurs était vraiment au rendez-vous, tout en alliant quand même des conditions de travail qui pouvaient leur convenir pour allier leur vie professionnelle et personnelle. Alors, une adaptation qui fonctionne chez IGAM Expertise, un équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Votre question pour Jean Viard, Anne-Laure? Oui, tout à fait. Je m'interrogeais et je me faisais la réflexion dans les échanges de tout à l'heure. Donc, Monsieur Viard a exposé que la réalisation du télétravail s'était imposée dans les derniers temps avec des nouveaux modes, nouveaux lieux en tout cas, qui pouvaient se mettre en œuvre dans ce cadre. Et voilà, je m'interrogeais justement jusqu'où pouvait aller l'innovation dans ces nouveaux lieux pour exécuter par exemple du télétravail demain. Bah, c'est difficile de répondre. C'est pour ça que moi je parle en termes de maisons du peuple numérique, parce que, vous voyez, on a créé des maisons du service public. Ça peut être au même endroit. Il faut avoir des lieux d'incubation de start-up, parce qu'au fond, vous savez que les entreprises qui démarrent, souvent, elles n'ont pas l'environnement de compétences en termes de gestion, voire mais simplement en termes d'entretien avec des gens qui ont déjà créé des boîtes et qui ont une certaine idée sur comment on embauche les gens, comment on sélectionne un salarié, etc. Tout c'est suivi. Vous voyez, il y a tout ça. Pour ça, je pense qu'il faut le penser comme un espèce de marché de compétences, de marché de solidarité. Alors c'est aussi comme c'est des gens du même territoire, ça a un effet de les gens se connaissent par ailleurs ou se croisent, donc au fond on reconstruit du local. Mais c'est pas un local, on retourne pas à la société où on était né sur place, c'est pas du tout ça. C'est bien un lieu de rencontre, on l'a bien vu d'ailleurs dans les reportages, entre des gens qui viennent d'arriver, des gens qui étaient là et qui portent ça, des collectivités locales qui ont compris le phénomène. Donc c'est aussi un nouveau lieu démocratique, si vous voulez. Il faut le penser comme ça. Et puis il faut me dire dans l'autre sens. Je pense que ce qui se passe en ce moment sur le marché du travail, c'est qu'on pique les compétences en offrant aux gens du télétravail. C'est très très net aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a énormément de gens qui sont démarchés. On leur dit, écoute, nous, on veut t'embaucher, on veut pas te voir, on te prend même salaire, tu viens jamais dans l'entreprise, tu vis où tu veux. Il y en a partout dans les montagnes, dans le Montana, tout ça. C'est-à-dire, on comprend qu'il y a des gens, on peut piquer de la compétence en offrant du télétravail. Et donc ça aussi, c'est les entreprises qui ne le feront pas, mais je pense qu'elles se feront piquer une partie de leurs compétences. L'attractivité des entreprises, on l'a compris, Jean Viard, voilà, elles peuvent apporter aussi du télétravail, permettre plus de liberté aux salariés, et ça devient un avantage. Alors, aux antipodes de cette question de l'ancrage que vous évoquez, cher Jean Viard, il y a des entreprises comme celle que nous allons voir, qui s'appelle YouSign, qui est une start-up basée à Caen, qui il voit peut-être aussi une dématérialisation totale. Et là, ça c'est intéressant. On n'est pas vraiment dans l'ancrage, vous allez le voir, mais ça questionne aussi sur le bureau de demain. À tout de suite. Donc, bonjour, je suis Luc, je suis le CEO et cofondateur de la société YouSign. Donc, YouSign, c'est une société basée à Caen, spécialisée dans la signature électronique. Donc, on permet aux entreprises de signer tous leurs documents de manière extrêmement simple et 100% légale. Donc, nos clients qui sont des TPE-PME vont pouvoir signer leurs contrats, leurs devis, leurs contrats de travail, leurs documents financiers, juridiques, en quelques clics et n'importe où dans le monde. Donc, notre manière de fonctionner au sein de l'équipe YouSign depuis le début a été un modèle hybride. C'est-à-dire que nous avons des bureaux. Alors, on a eu des premiers bureaux à Caen, ensuite à Paris. Et l'ensemble de nos collaborateurs peuvent venir au bureau, rester chez eux. Et on a au moins un tiers de l'équipe maintenant qui travaille même en télétravail en France, voire à l'étranger. Donc ça, c'est une manière de fonctionner qui marche chez nous, qui marche très bien, qui
qui nous a permis de bien tenir la phase de Covid. On n'a pas eu besoin de s'adapter puisque le changement a été assez naturel. Tous les outils étaient mis en place. Donc, ça nous permet d'attirer beaucoup de talents, de personnes et avoir aussi des collaborateurs qui ne se sentent pas enfermés dans un endroit physique, on va dire, puisqu'on a beaucoup de collaborateurs, par exemple, qui étaient à Paris, qui sont allés travailler ailleurs, et ça n'a rien changé dans notre quotidien du travail. Par contre, ça a amélioré grandement leur quotidien côté vie perso. Donc, moi, j'ai une question, c'est que est-ce que l'entreprise de demain, justement, dans l'entreprise de demain, on aura un lien entre l'entreprise et une zone géographique, un lieu physique de moins en moins fort, voire un lien physique qui va disparaître de plus en plus? Alors, d'abord, évidemment, ça va dépendre des secteurs. On n'est pas dans l'ancrage là. On voit bien que dans cette Ça va dépendre question. des secteurs. Et j'entends bien, il se peut très bien qu'il y ait il faut dire une chose, on est au début de la révolution numérique. Il faut bien comprendre qu'on est rentré dedans. Rappelez-vous que Twitter, c'est quand même que 2006, donc il n'y a pas longtemps. Et depuis, et avec la pandémie, on est tombé dans le bassin, dans le baquet, si on peut dire. C'est-à-dire, on n'avait pas le choix, donc on a fait privé, politique, etc., y compris politique. Et regardez comment en politique, la prise du pouvoir du numérique, est-ce que là aura des démocraties dans des sociétés numériques? C'est pas sûr. Parce que la société numérique, c'est aussi celle qui ne connaît pas la vérité, c'est celle où tout le monde peut faire de l'influence, etc. Donc, faut voir que ça bouge. Faut pas voir que les aspects positifs. Faut voir aussi les dangers. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, moi, je pense qu'il y aura des entreprises purement dématérialisées dans certains secteurs. Mais les gens, ils auront envie d'être quelque part. C'est là où le tiers-lieu est intéressant. C'est que le tiers-lieu permet d'avoir une sociabilité. Parce qu'au fond, ce qu'on cherche tous dans la vie, c'est d'abord du lien. C'est des relations, c'est des conversations, c'est des amours, c'est des déconnades à terrasse de bar, c'est des tas de choses, assister à un match de foot. Et au fond, ce qu'on cherche d'abord, c'est du lien. On est des animaux à papouille, quoi. Donc, on n'est pas des animaux travailler toute la journée enfermés chez nous, etc. Donc, c'est ça qu'il faut. Il peut y avoir des entreprises effectivement délocalisé en tant qu'entreprise, mais le salarié, lui, il est forcément localisé quelque part. Il est dans une chaîne et dans un réseau. Donc c'est le rapport entre les deux, moi je crois, sur lequel il faut travailler, aussi bien parce qu'effectivement, comme on disait, les villes, il y aura moins de gens qui habiteront certainement, ou qui y travailleront, et donc là, il y a toute une recomposition du lien. Il se peut très bien qu'il y ait des gens qui travaillent ensemble, qui ne soient pas dans la même entreprise, et qu'à la limite, les gens de la même entreprise ne se voient jamais. Merci Jean Viard pour votre éclairage. C'est déjà la fin de cette deuxième partie dédiée aux experts locaux sur le territoire du Grand Ouest. Dernière partie de notre échange participatif, le temps des questions. Alors, première question sur Zoom avec Marianne pour vous, Jean Viard. Une question liée à la santé, si j'ai bien compris, Marianne, on vous écoute. Oui, c'est ça, tout à fait. Bonjour et merci pour vos explications, Jean Viard. Du coup, moi, je suis étudiante et à cause du Covid, j'ai passé pas mal de temps en télétravail pour mes études. Et j'ai remarqué aussi, on n'est pas forcément bien installé, on n'est pas forcément prêt pour faire du télétravail chez soi. Et je me demandais du coup s'il y a eu des observations qui ont été faites sur les conséquences sur la santé, que ça soit dépression, que ça soit l'alcoolisme, que ce soit même le fait d'être mal installé, les problèmes de dos, ce genre de choses. Non, mais tout à fait. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que pendant la pandémie, il y a eu une explosion des problèmes de santé mentale. Pas que chez les télétravailleurs, chez les jeunes aussi, chez les enfants. Beaucoup de suicides d'enfants de 10-12 ans, ce qui est quand même désarçonnant. On a toujours tendance à penser que c'est... Bon, j'insiste là-dessus. Donc, la santé mentale, donc tout ça, c'est compliqué. Le télétravail, pour des gens, c'est insupportable. Parce que c'est un isolement étonnel. En plus, le télétravail, c'est pas pareil si vous habitez tout seul ou pas. C'est pas pareil si vous avez une pièce pour travailler ou pas. Si vous travaillez sur la table de la cuisine en passant votre temps à dire aux enfants taisez-vous, je travaille, évidemment, ça crée des tensions partout. Donc, vous voyez, il n'y a pas un modèle. Et après, je pense qu'il y a eu un certain nombre d'études pour dire que les gens sont mal installés, y compris dans l'idée de les gens sont mal installés. J'allais dire qui c'est qui leur paye leur fauteuil. Vous voyez, est-ce que le télétravailleur doit être équipé par son patron, par exemple? L'ordinateur, regardez l'éducation nationale. Elle a dit aux enseignants de télétravailler. Est-ce qu'elle leur a acheté les ordinateurs? Ah ben pas du tout. Elle leur a dit allez vite, vous achetez un portable pour faire les courses, ce qui est quand même stupéfiant. Je sais pas, normalement, si on dit aux gens de télétravailler pour une boîte, c'est normal de leur payer le matériel. Vous voyez, tout ça, c'est des sujets qui sont là. Vous avez tout à fait raison. C'est des sujets importants parce qu'effectivement, on a bien vu qu'il y avait des gens qui étaient mal installés parce que les gens, ils n'avaient pas l'idée. Alors, c'était pas comme de s'installer en télétravail. On s'est trouvé enfermés chez nous du jour au lendemain. En même temps, qu'est-ce qui se passe en ce moment? En ce moment, il y a une transformation des maisons absolument incroyable.
incroyable. On trouve plus de matelas. On dirait que c'est pas vraiment pour le télétravail, mais on trouve plus de bois pour faire des parquets. On trouve plus de poêle à bois. On a construit des centaines de milliers de piscines. Donc, si vous voulez, alors c'est des gens aisés, ça évidemment, mais au fond, tout le monde a voulu se dire le corps de mon mode de vie, c'est mon logement, y compris parce que j'y travaille. Donc, comment je le rends confortable? Comment je peux y vivre seul, à plusieurs, avec des enfants, etc. Comment on se repose toutes ces questions? C'est aussi pour ça qu'il y a autant de gens qui ont déménagé. Parce qu'ils se sont dit, mais attendez-moi, mon petit logement à Paris, c'est ridicule, c'est trop petit, c'est serré, on est quoi à deux? Vous êtes en couple, si vous devez travailler à deux dans un appartement, c'est insupportable, parce que quand vous travaillez, vous avez besoin d'être tranquille, tout seul, de pas en même temps mélanger ça avec la vie privée, les amours, etc. Et donc, vous voyez, sur tout ça, ça amène à repenser le territoire, à repenser les liens. Et vous avez raison, la question de la santé est importante, surtout en France, qui est un pays où on est extrêmement mauvais pour anticiper les maladies. Nous avons une culture où on soigne les gens malades, mais on ne prévoit pas qu'ils devront devenir malades. Par exemple, en ayant mal au dos, parce qu'effectivement, ils travaillent sur une mauvaise chaise, ou parce que la table n'est pas à la bonne hauteur, ou parce que l'éclairage n'est pas bon, etc. Tout élément qui, dans un bureau, est géré par des professionnels. Il y a des spécialistes de la lumière, etc., parce que sinon, ça marcherait pas. Mais chez vous, il n'y a pas ça. Et donc, toute cette question des postes de travail, de leur qualité, etc., c'est des sujets très importants. Et il faut qu'on y soit attentif, parce que sinon, les gens nous améliorent notamment le dos. Autre question pour vous, Jean Viard, sur Zoom. On a Nicolas Debré avec nous à l'antenne. Bonjour Nicolas. Vous travaillez chez Enercop Bretagne, Nicolas. On vous écoute. Activez votre son, Nicolas, s'il vous plaît. On ne vous entend pas. Bon, le temps que le son revienne, on va prendre une autre question sur Zoom. Je crois qu'on a notamment Fabienne sur Zoom. Alors, le temps que les questions reviennent, je vais vous poser une question sur les réseaux sociaux, Jean Viard, qui est en train de tomber. Comment résoudre le problème, comment les entreprises industrielles réfléchissent à de la polyvalence de compétences de façon à permettre aux ouvriers de travailler au moins un jour par semaine, explique Odile sur Zoom, et à apporter une sorte d'équité peut-être par rapport aux fonctions de support qui télétravaillent, souligne-t-elle. Qu'en pensez-vous? En réalité, je pense que presque 90% des gens pourraient travailler un jour par semaine en télétravail. Parce que même si vous êtes dans un supermarché, vous mettez des trucs dans les rayons, vous passez bien un jour à vérifier avec les factures, à passer des bons de commande. Les médecins passent bien un jour à faire leur compte. Enfin, vous voyez, dans nos sociétés très bureaucratiques, le problème du temps de gestion, du temps de contrôle, etc. Donc, je pense que c'est une vraie question à se poser parce que, au fond, le télétravail va devenir un droit. Et donc, il va falloir dire, c'est un droit, y compris ça peut être un droit de formation. Ça peut être mélangé avec le temps de formation. On dirait effectivement, attendez, bon, aux États-Unis, par exemple, il y a beaucoup d'endroits, je trouve ça très intéressant, où l'école n'a lieu que lundi, mardi, mercredi, jeudi. Le vendredi étant considéré comme un jour où on fait tout ce qu'on n'a pas fait dans la semaine. Ça peut être de convoquer les parents, ça peut être que le prof aille en formation, ça peut être effectivement un élève qui n'a pas le niveau, on le fait revenir parce qu'il va faire une journée de maths, etc. C'est-à-dire, il y a une journée de régulation du temps. On pourrait penser des modèles comme ça, y compris dans les entreprises. Donc, si vous voulez, il y a toute une réflexion sur l'organisation du temps, ce qui, à mon avis, est devant nous et qui peut nous apporter énormément de réponses aux questions que vous posez. On a une question de Fabienne Collas pour vous, Jean Viard. Fabienne, vous êtes avec nous? Oui, ça a l'air de marcher, là, c'est bon? Ça fonctionne, oui. Tout à fait. On vous écoute, Fabienne. Votre question, s'il vous plaît. Oui, oui, télétravail, tiers-lieu, espace de coworking, pourquoi pas? Mais je me posais la question, quid de la culture d'entreprise, quoi? Est-ce qu'on peut encore en construire une? Quel impact ça peut avoir sur le collectif dans l'entreprise? Et est-ce que finalement, on ne renforce pas plutôt l'individualisation de la société? Oui, mais la société, elle est individualisée. Vous savez, je veux dire, il faut bien voir une chose. Depuis la guerre, on a gagné 20 ans d'espérance de vie. Et plus la vie s'est allongée, plus on la vit par séquences courtes. Nos amours, nos contrats de travail, nos engagements militants, etc. Pourquoi? Parce que plus la vie est longue, plus on peut retenter sa chance à tout moment. Il n'y a plus d'âge. Vous voyez, prenez votre retraite, une dame, elle a 29 ans devant elle.
29 ans, elle peut encore faire des tas de choses, déménager, avoir une nouvelle aventure sentimentale, plusieurs, j'en sais rien, moi. Se mettre à la bicyclette, au yoga, voter au Front National, enfin, il y a plein de possibilités de changement, il y en a qui préfèrent à d'autres, mais enfin voilà. Donc ça veut dire que si vous voulez, on a une vie qui est tellement longue, et vous savez, je vais vous donner un chiffre. L'espérance de vie aujourd'hui en France, elle est de 700 000 heures. La durée moyenne du travail dans une vie, c'est 70 000 heures. Il faut bien se représenter ce chiffre. Alors qu'à l'époque de Napoléon, on travaillait à peu près 60% de sa vie. Bon, sa vie sur Terre. Donc, on a une société qui est construite autour du temps de non-travail. Et c'est la qualité du temps de non-travail qui enrichit la productivité du travail. Le temps de non-travail avant, les études, l'école, un étudiant qui a fait par exemple Bac+4, il fait 30 000 heures d'études pour 70 000 heures de travail. Il est presque arrivé au moment où il fait 1 heure d'études pour 2 heures de travail. Vous vous rendez compte les ratios? C'est inimaginable, alors que l'école de Jules Ferry obligatoire pour que les enfants sachent lire et écrire, ça n'a jamais que 100 et quelques années. Donc on est dans ce type d'équilibre-là où il y a des différences, parce qu'après il y a des travaux différents. Il y a des travaux physiques, il y a des travaux dehors. C'est aussi une grande difficulté parce que tout ça, on parle de travaux à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe pour les paysans? Qu'est-ce qui se passe pour les gens du bâtiment? Et qu'est-ce qui se passe pour que ces métiers soient honorables? Regardez comme, par exemple, chez les agriculteurs éleveurs, il y a un problème de célibat. Parce qu'au fond, un mec qui est tout le temps dans la boue avec ses vaches et qui voilà, est-ce que c'est tellement attirant comme partenaire amoureux? Pas sûr. Vous voyez, les choses sont en échelle et donc il faut bien se dire qu'il ne faut pas qu'il y ait qu'un seul modèle. Le travail à l'intérieur sur un ordinateur, parce que c'est ça dont en fait on est en train de parler, c'est une des possibilités, pas tout le temps. Mais après, l'agriculteur comme l'autre, souvent il passe une journée d'ailleurs de plus en plus d'agriculteurs ont des ordinateurs, de plus en plus souvent par exemple, ils suivent les maladies dans leur champ grâce aux satellites. Ils ont une carte de leur champ, ils voient apparaître les maladies. Et au lieu de traiter tout le champ comme on faisait avant, et en gros, régulièrement, on voit les types qui font toute leur vigne et tout, ils savent que c'est là-bas au fond à gauche qu'il faut traiter, et ils traitent la partie malade. Vous voyez, il y a ce lien entre le numérique, le travail, même pour un métier comme l'agriculture, c'est tous ces liens qu'il faut qu'on développe, ces gens qu'il faut qu'on initie, parce que il faut aussi qu'on leur apprenne l'ordinateur, qu'on leur montre à quoi ça sert. C'est une chose qui est très compliquée avec l'informatique, c'est que depuis qu'on développe les réseaux numériques, les gens vous disent qu'ils se sentent loin et abandonnés. Parce que le numérique, on est tous à côté là. On a l'impression qu'on va sortir boire un pot. Mais non, on sort pas boire un pot, on est chacun chez nous. Et donc finalement, plus on est lié par le numérique, plus on a l'impression d'être délié par ce qu'il y a autour de chez nous. Parce qu'effectivement, y compris la poste, par exemple, une bonne partie des services, vous pouvez quasiment tout faire par Internet. Mais du coup, vous sortez, il n'y a plus de poste dans le village. Et donc, vous dites, oui, mais on nous a abandonnés. On ne nous a pas abandonnés, mais je veux dire, on est sur le numérique. La toile transforme le réel. Et cette transformation du réel n'est pas facile à vivre. Et surtout qu'on a l'impression que tout est à côté. Là, j'ai l'impression qu'on va aller boire un petit coup en se disant, bon, alors c'était comment cette discussion? Eh ben non, ça va pas se passer. Vous voyez, ça crée un sentiment d'abandon, d'isolement. Il faut aussi être attentif à ces contradictions. Alors promis, Jean-Pierre, la prochaine fois, on boira un coup avec vous. En attendant ce moment, on a une autre question pour vous sur les réseaux sociaux. On a Odile sur Zoom. Bonsoir Odile. Oui, non, c'était pas une question, c'était simplement une précision. Tout à l'heure, vous avez à juste titre évoqué le problème de l'ergonomie à domicile, puisqu'effectivement, on n'est pas forcément bien équipé à domicile. Et je voulais témoigner que aujourd'hui, les entreprises, ça y est, sont en train de financer du mobilier, notamment du siège de bureau à destination de leurs télétravailleurs, car il ne faut pas oublier quelque chose de très important. Quand quelqu'un télétravaille, il reste toujours sous la responsabilité civile et pénale de son chef d'entreprise. Le chef d'entreprise reste responsable où que son salarié soit. Et quand il est chez lui, effectivement, le chef d'entreprise doit normalement s'assurer que sa santé, sa sécurité est parfaite pour le travail qu'il doit faire en télétravail. Donc, c'est pour ça que beaucoup d'entreprises aujourd'hui se disent j'ai intérêt à bien équiper mon télétravailleur et notamment lui fournir à minima le siège de bureau, mais pas que. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a aussi la lumière, l'acoustique, etc. Voilà. Et puis, je voulais aussi... tout à l'heure, j'avais réagi aussi à la question de l'ouvrier qui ne peut pas télétravailler. Jean-Pierre, vous avez très bien répondu. Effectivement, tout le monde, quel que soit son métier, peut au moins pendant une journée faire autre chose. Et donc, c'est aussi une façon de valoriser les compétences des salariés. Et effectivement, aujourd'hui, tous les RH vous disent que quand ils reçoivent des jeunes en recrutement,
la première question qu'on pose, c'est combien de jours de télétravail il y a dans l'entreprise. Avant, on demandait s'il y avait des tickets restaurants. Maintenant, c'est combien de jours il y a de télétravail. Donc, effectivement, pour des raisons d'équité, les entreprises sont en train de réfléchir à pouvoir offrir à tout le monde cette fameuse journée de télétravail, parce que sinon, effectivement, les Comme un nouvel acquis social. Voilà, les cols bleus vont se sentir, par rapport aux cols blancs, vont se sentir, voilà. Donc il y a une vraie réflexion des entreprises pour effectivement permettre à tout le monde d'avoir ce fameux jour de télétravail. Merci beaucoup pour cette réaction. Tout à fait. Avec une chose qu'il faut dire, c'est que ça inquiète aussi les syndicats. Parce que le télétravailleur, quand il est chez lui, il n'est pas syndiqué. Alors déjà que les gens ne sont pas beaucoup syndiqués. Vous voyez, le type qui va 2 jours par semaine dans son entreprise, pour la réunion syndicale, hein, donc les syndicats, ils sont pas tellement pour le télétravail. Parce qu'à un moment, quand est-ce qu'ils trouvent leurs membres, si on peut dire. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'au fond, des fois, c'est assez surprenant dans certaines relations syndicales, pour qui l'entreprise est un lieu, et du coup un lieu de lutte sociale, et donc un lieu où les gens, il faut qu'ils soient là, quoi. Si vous êtes en télétravail, vous allez faire quoi s'il y a une manif? Donc, vous voyez, il y a toute une évolution du lien qui est aussi le lien social, qui d'ailleurs nous pose une vraie question, c'est comment on organise la pression sociale, par exemple sur l'augmentation des salaires. En ce moment, avec la pandémie, avec la hausse des prix, on dit bon, la hausse des prix est de 4,5%. À quel moment on est là pour dire attendez, on les veut nos 4,5%, vous voyez? Donc c'est tout ça, il va falloir qu'on y réfléchisse et qu'on invente des formes de lutte sociale, y compris par le numérique. On n'est pas bon et c'est très compliqué parce qu'on est à peine en train de commencer à réguler le numérique. Regardez les décisions qui viennent d'être prises en Europe cette semaine, regardez le dernier discours d'Obama, etc. On a construit un monstre libertaire, mais qui fait qu'on peut dire tout et n'importe quoi, qu'il n'y a plus de légitimité, que quelqu'un qui a travaillé 40 ans sur un sujet est mis au même niveau que le type qui le découvre la demi-heure d'avant, etc. Et que donc là, on est dans une société extrêmement ingérable, il faut dire les choses comme elles sont. Donc c'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que regardez ce qui se passe, et en plus, comme c'est des gros mamias qui deviennent énormes, regardez l'achat de Twitter, je veux dire, il y a des dangers d'instrumentalisation culturelle et politique par des énormes magnats qui, au-delà du fait qu'il n'y a plus de vérité, et puis de l'autre côté, par contre, il y a effectivement de la consolidation financière. Donc on est là dans une histoire, ça rappelle pour ceux qui étaient déjà nés, mais il n'y en a pas beaucoup, ce qui s'est passé en France vers 1860, quoi. Avant qu'on vote les lois sur la presse, il y avait n'importe quoi. Et puis on a fait des lois en 80, 1880, tout ça, c'est pour ça qu'il y a peu de témoins vivants, mais on a mis 20 ou 30 ans à se rendre compte qu'on ne pouvait pas écrire n'importe quoi sur n'importe qui, c'était absolument impossible. Ben, c'est ce qui est en train de se passer dans le numérique. On peut dire n'importe quoi sur n'importe qui, et c'est extrêmement difficile de revenir là. Et c'est extrêmement difficile de dire qu'un chiffre est juste, de dire qu'on vérifie une information, etc. Or c'est essentiel, parce que la démocratie, elle est bâtie sur le principe de vérité. Sinon, il n'y a plus de démocratie. Et donc, on voit bien quand en Russie, ils ont annoncé que Madame Le Pen était en tête à la présidentielle, à la télé officielle. Ben, qu'est-ce que vous voulez dire? Les Russes croient que Madame Le Pen était en tête à la présidentielle. Ben, il se trouve que c'est pas vrai. Mais comment on fait pour dire que c'est pas vrai? Merci Jean Viard. Une autre question pour vous d'Isabelle sur Zoom. On vous écoute, Isabelle. Bonsoir. Activez votre son, Isabelle. Bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Sur le télétravail, son évolution. Vous aviez dit au final que c'était assez efficace, rentable. Est-ce qu'en fait un travail avec le télétravail, ça n'induit pas justement un temps de travail réduit et des salaires plus hauts? Non, mais c'est deux problèmes un peu différents. Je veux dire que moi, je pense aussi que le télétravail, c'est ça que j'ai insisté sur la question des luttes sociales dans le monde du télétravail, parce que je suis pas naïf sur le fait que, d'une part, il y aura moins d'heures supplémentaires, et que d'autre part, il y aura sans doute moins de pression, de demande, parce que les gens ont l'impression qu'on leur donne un avantage, ce qui est vrai. D'abord, dans les grandes métropoles, si vous gagnez 3 heures de transport par jour, c'est un avantage monumental. Et puis si effectivement vous êtes tranquillement à travailler dehors, moi quand je descends travailler, moi, j'ai toujours habité à la campagne, je descends mon ordinateur dans le jardin, j'écris mes livres au soleil, ben c'est pas pareil que si j'étais dans un petit bureau serré dans un centre-ville. Donc tout ça, ces avantages, effectivement. Donc, mais après, si vous voulez, c'est pour ça il va falloir réinventer la question des luttes sociales, il va falloir réinventer la question du salaire, parce qu'en même temps, c'est vrai qu'on dépense moins. D'ailleurs, regardez pendant la pandémie, ben, les gens en télétravail, ils s'habillaient moins.
Ils étaient souvent en jogging. Alors en haut, ça se voyait pas, ils avaient mis une chemise, mais en bas, si je peux dire, s'ils avaient quelque chose, c'était plutôt un jogging. Donc si vous les voyez, tout cet investissement sur le vêtement, toutes ces dépenses que vous faites quand vous allez travailler, vous allez arrêter au bar, dire bonjour à un copain, boire un coup, etc. On achète un truc. Donc il y a toute une économie au fond, si vous voulez. Et donc tout ça va nécessiter des réflexions, des débats et des discussions, avec le risque effectivement que certaines entreprises en profitent pour essayer que les salaires ne suivent pas les dépenses. Donc c'est évidemment un sujet important. Merci Jean Viard. On a une autre question pour vous d'Anne-Marie sur Zoom. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Anne-Marie. On vous écoute. Votre question pour Jean Viard. Oui. En fait, ça se rapprochait en fait de la réponse qu'a donnée Odile concernant les ouvriers. En fait, ma question, c'était de ne pas avoir une société à deux vitesses, ceux qui pourraient faire du télétravail, effectivement, ceux qui sont dans des métiers de service, de cadre, et puis ceux qui sont ouvriers, qui travaillent effectivement dans les usines et qui n'auront pas cette possibilité, effectivement, de faire du télétravail ou d'être dans un tiers-lieu. Du coup, ça risque de créer un clivage entre les deux types de professionnels, en fait. C'était un peu ce qu'a répondu Odile tout à l'heure. Non, mais c'est pour ça que c'est un sujet auquel il faut être attentif. Si vous voulez. Le clivage, il est déjà, les gens qui travaillent dehors n'ont pas les mêmes conditions que les gens qui travaillent bien au chaud dans un bureau. Et on peut pas faire que les vignes soient chauffées. Bon. Donc, si vous voulez, il y a de toute façon des différences sur les postes de travail qui sont objectives. Ça en crée une nouvelle. Donc une nouvelle différenciation. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il faut se demander qu'est-ce que les gens cherchent. Les gens, ils cherchent du proche et du lien. Et la question, c'est de se dire comment, il y en a qui vont le trouver avec le télétravail, il y en a qui vont le trouver parce qu'on va réfléchir autrement, ils habitent pas loin de leur travail déjà aujourd'hui, il y a déjà des millions de gens qui travaillent, qui vont travailler à pied, hein, même à Paris. Il y a, je crois, à peu près le tiers des gens à Paris qui vont travailler à pied ou en vélo, donc sur des distances courtes. Donc, si vous voulez, il y a déjà cette société de la proximité. Mais après, il y a des groupes sociaux, c'est pour ça que j'ai dit les gens du care et du service, il faut leur donner des droits au logement qui correspondent au fond à une forme de compensation sur le fait qu'ils ne peuvent pas télétravailler. Mais si déjà ils gagnent 1 heure de trajet par jour, je dis, ils auront participé à cette société du proche qu'il faut construire. On a une autre question pour vous de Nicolas tout à l'heure qui avait un problème technique pour Jean Viard. Sa question concernait l'organisation des bureaux, le fait d'avoir moins de salariés présents. Il y aura sans doute moins de personnalisation des postes de travail, dit Nicolas, pour aller vers des bureaux modulaires. Est-ce que c'est juste une question d'habitude à changer, s'interroge-t-il, ou bien est-ce à considérer cela comme une baisse de qualité de vie au travail, demande-t-il. Qu'en pensez-vous ? C'est un phénomène qui est déjà là. Il y a énormément d'entreprises où les gens ont leurs ordinateurs portables, ils utilisent le poste de travail qui est disponible. Donc, si vous voulez, le fait d'avoir un bureau à soi, son bureau, qui compris avec son nom sur la porte, etc. D'abord, c'est quand même pas extrêmement répandu, mais c'était déjà la question des open space, etc. C'est toute cette mode d'utilisation de ce type de lieu. Je pense que les open space vont souffrir. Et puis, il y a une autre question qui est liée à ça, c'est où est-ce qu'on fait les réunions ? Est-ce qu'on fait les réunions en numérique ou est-ce qu'on les fait en présentiel? Est-ce qu'on va dans l'entreprise pour se réunir ou est-ce que ça, on peut le faire en fait par Internet? Mais si on le fait par Internet, c'est pas les mêmes qui seront performants. Parce que dans une réunion de groupe, vous savez très bien comment ça marche. Il y a toujours des mecs, on dirait qu'ils ont plein d'idées. En fait, ils ont bien écouté ce qu'ont dit les autres, ils rassemblent, ils reprennent et tout, voilà. Puis en fait, ils n'avaient rien à dire. Alors que par Internet, c'est beaucoup plus dur parce que celui qui prend la parole et qui demande l'écran, voilà, on voit exactement ce qu'il dit. Donc, si vous voulez, il y a toute cette question du lien, notamment du lien par les réunions. Est-ce que ça va permettre de diminuer cette culture de la réunionnite? C'est des éléments extrêmement importants. Et vous voyez, il y a toutes ces choses qui jouent. Voilà. Donc, je pense là-dessus, il faut être ouvert en se disant c'est une transformation. C'est simplement que le travail se plonge dans la culture du numérique. Ça va prendre du temps. Il faudra faire gaffe. Tout n'est pas parfait. Il y a d'abord des gens, il y a dépend des caractères. Il y a des postes qui ne s'y prêtent pas. Il y a effectivement que les gens ont besoin de se rencontrer. Une culture d'entreprise, c'est une culture d'entreprise. C'est une façon d'être les uns avec les autres. C'est important, la culture d'entreprise. C'est une façon de s'écouter, de connaître des gens qui n'ont pas le même métier, mais qui travaillent dans la même boîte, etc. Donc, il faut pas perdre ça. Donc, on entre dans une nouvelle époque, je dirais, du travail numérique, qui adapte dans nos sociétés tertiaires. Il faut se rappeler quand même que dans nos sociétés tertiaires, on parle beaucoup du monde ouvrier, mais le monde ouvrier, c'est 11% de l'emploi. Le monde paysan, c'est 3 ou 4% de l'emploi.
Donc, en gros, si vous voulez, il faut avoir un peu les chiffres. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des droits, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y être attentif, mais si vous voulez, en masse, il y a des pays où il y a jusqu'à 50-60% de télétravailleurs, parce qu'on est dans des sociétés tertiaires. Donc, si vous voulez, c'est bien ça qu'il faut avoir dans l'œil, en se disant chaque fois, comment on fait pour que les minorités, on va dire, les pays, c'est pour ça que j'ai parlé des paysans et du numérique, parce que je crois que c'est important. On a dit pareil sur les ouvriers et le numérique. Donc, il faut se poser la question, comment ces minorités ont des droits de compensation, des droits équivalents. Mais c'est pas pour ça qu'il faut bloquer le processus. Il faut le rendre plus vivant, plus démocratique. C'est le rôle des luttes sociales. Ça va prendre plusieurs années, parce qu'on a un peu été surpris. Il faut regarder ce qui se passe à l'étranger. Il faut regarder la société américaine, qui a des rapports différents au travail. Et là, c'est pas pareil. C'est parce que les gens changent souvent de boulot. Par exemple, il y a la moitié des gens qui étaient en télétravail aux États-Unis qui se sont installés comme indépendants. Parce qu'ils se sont dit, non, mais finalement, au fond, qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir un patron? Mais nous, en France, on ne fonctionne pas comme ça, y compris parce que le marché du travail étant moins flexible, si on décide de quitter sa boîte, on risque de ne pas retrouver un boulot derrière. Donc, du coup, on n'a pas le même rapport. Mais vous voyez, il faut bien regarder ce qui se passe ailleurs. Il se passe quelque chose d'essentiel dans le lien entre l'entreprise, le salarié et le travail. C'est ça qu'il faut retenir, je crois. Merci Jean Viard. On a une question de Nelly pour vous sur les réseaux sociaux. Claire, qui travaille avec nous chez Sans Transition, peux-tu nous partager cette question de Nelly, s'il te plaît? Oui, bonsoir à tous. On a un commentaire effectivement de Nelly sur les réseaux sociaux qui dit que le télétravail lui plaît beaucoup, mais qu'en revanche, il n'est pas possible de fragmenter son travail pour s'accorder du temps dans la journée. Et elle dit qu'elle a également des permanences téléphoniques, une charte de travail à respecter et que c'est pas toujours facile. Par exemple, comment justifier un accident de travail quand on est en train de chercher ses enfants à l'école? Oui, évidemment. Qu'en pensez-vous, Évidemment. Jean Viard? Et oui, les questions d'assurance, on a parlé du juridique tout à l'heure, et puis voilà, ça c'est la vie du quotidien, finalement. Tout ça, c'est des questions qu'il faudra étudier. C'est des questions les contrats d'assurance pourront évoluer, etc. Est-ce que les gens, ils ont des horaires de travail dans le télétravail, par exemple? C'est pas évident. Moi, je pense qu'à terme, non. Ils ont une logique de résultat. Après, il peut y avoir des moments, on leur dit, bon, cet après-midi à 4 heures, tout le monde est là parce qu'on fait une réunion Internet. Je comprends très bien. Vous voyez, toutes ces souplesses-là, il va falloir les apprendre. C'est compliqué aussi pour les managers. Comment est-ce qu'ils font quand ils ont la moitié des gens qui sont dans les bureaux et l'autre moitié qui sont chez eux? Comment on manage cette diversité? C'est encore plus compliqué que si tout le monde a le même statut. Donc, si vous voulez, il y a effectivement tous ces sujets-là, mais ça relève aussi du droit assurantiel, c'est extrêmement important. On a déjà dit ça sur les bureaux, on a déjà dit ça sur ce genre de choses. Vous savez, regardez par exemple ce qui se passe avec les maternités. Maintenant, souvent, les sages-femmes vont voir les mamans chez elles après l'accouchement, une fois, deux fois, trois fois, pour voir si tout est bien, pour voir si la maman est inquiète, etc., le papa, enfin les parents. Au fond, c'est pareil, les entreprises, elles prendront peut-être l'habitude qu'il y a quelqu'un qui viendra, vérifier le poste de travail, régler les éclairages, dire non là ça va pas, etc. Je vais dû prendre ça, c'est pas forcément une obligation. Mais ce que je veux dire, c'est que le lien entre l'entreprise et effectivement la maison va changer. C'est pour tout ça l'intérêt du tiers-lieu. Vous savez, on avait bien vu ça après les 35 heures. Moi, j'avais discuté, je conseillais à l'époque une ministre du Travail, et on avait réuni les grands DRH. Et les gens me disaient, mais Jean, le problème, c'est que les gens, ils nous racontent leur vie privée. Ils nous disent, demain, je peux pas venir, je vais au foot avec mon gamin. Ou demain, attends, je suis désolé, mon gamin a mal aux dents, je vais chez le dentiste. Et ils me disaient, mais moi, j'ai pas envie de savoir la vie privée de mes salariés. Parce que mon rôle, c'est un rôle de manager. Et quelque part, je manage du travail. Si je manage trop, si je suis trop au courant de leur vie privée, je sais plus les manager. Parce que le management, c'est pas dans la sphère amicale que ça se passe. C'est dans une autre type de sphère. Vous voyez, là, c'est un peu la même question. Comment on met des barrières? Et c'est pour protéger d'abord l'intimité évidemment des salariés, mais aussi pour se protéger parce que c'est pas pareil d'avoir des salariés. Vous voyez, moi je dirige une PME, j'ai une quinzaine de salariés. Ben, par exemple, je les vous vois, alors qu'il y en a qui sont là depuis 15 ans. Si je les travaillais pas avec moi, je les tutoierais, par exemple. Mais je considère qu'en tant que chef d'entreprise, je peux pas tutoyer des salariés. Mais une fois que j'ai décidé ça, il y en a quand même qui me tutoient, donc je les tutoie aussi. Vous voyez, tout n'est pas simple, ça change. Bon, et il faut se dire des choses comme ça. On va apprendre, ça va évoluer, mais il faut protéger le salarié dans sa vie privée. Évidemment, il faut protéger ses droits. Il faut protéger par l'assurance. Tout ça doit évidemment évoluer avec l'évolution des conditions de travail. On a une question pour vous de Jean Viard, de Catherine sur Zoom. Elle se présente comme secrétaire CFDT et CHSCT dans son entreprise. On vous écoute, Catherine. Oui, bonjour à tous. Bonjour Jean Viard, je vous écoute souvent sur France Info. Oui, donc moi je suis secrétaire CHSCT, CT,
CFDT aussi dans mon entreprise. Je suis aussi au conseil d'administration. Et en fait, on a des tonnes de groupes de travail. Alors, sur les bureaux flexibles, parce qu'effectivement, maintenant, les gens sont là qu'une journée par semaine, enfin 2 journées par semaine, parce que je suis dans la fonction publique, hein. Il y a les accords de la fonction publique. Et donc, sur le télétravail, et on a des réunions avec les managers aussi pour voir comment est-ce qu'ils vivent dans des cas. Et en fait, on a établi qu'effectivement, tout ce qui déroge aux règles des horaires établis et doit être tracé dans des mails pour les assurances. Hein, et aussi, je travaille aussi au niveau de la CARFAT sur les risques professionnels, donc sur tous ces sujets-là. Mais moi, ma question, c'était plus sur en fait la relation. On a été effectivement percuté par on faisait du télétravail auparavant, mais cette crise a vraiment percuté les usages. Hein, et le sentiment d'appartenance au groupe qu'on connaît dans la pyramide de Maslow, par exemple, eh bien, c'est difficile en fait parce que il y a un rapport au travail, un rapport au management, un rapport aussi des jeunes, parce que j'ai des filles de 20 ans qui me disent qu'elles ne voient plus du tout le travail comme moi je le vois en fait. Et c'est vrai que dans nos usages, dans nos relations, avec les réunions hybrides où on a la moitié des gens qui sont là, la moitié des gens qui ne sont pas là, ça a vraiment déstabilisé beaucoup nos usages en fait. Je sens qu'elle va vous plaire cette question, Jean Viard. C'est du grand bouleversement. Mais madame a tout à fait raison. C'est pour ça que je dis, attention, mettons des garde-fous, quoi. C'est-à-dire, observons ce qui se passe, discutons-en. C'est d'ailleurs beaucoup le rôle des syndicats, évidemment. Faisons des bilans. L'innovation, on l'a pas choisie. Ni la pandémie, évidemment, mais même pas le développement du télétravail. Il serait arrivé. Peut-être qu'il s'aurait mis 10 ans. Mais de toute façon, le télétravail, il allait être là parce que on peut pas passer sa vie dans des embouteillages, on peut pas passer sa vie dans des transports, et que si vous voulez, il est clair que les gens, ils ont envie de plus d'espace, ils ont envie de jardin, ils ont envie que leurs gamins puissent courir derrière un ballon, et qu'à un moment, ils disent, c'est quoi cette vie où au fond, on vit dans un appart, les gosses peuvent pas sortir le soir, etc., sortir à 5 heures, jouer dans la rue, etc. Bon. Donc, si vous voulez, on avait construit un mode de vie qui était pas non plus agréable. Et donc, là, il y a une tentative d'en construire un autre, et de le faire évoluer. Mais au fond, c'est tout qui joue. D'ailleurs, les jeunes, quand ils rentrent, la première question qu'ils posent, c'est plus le salaire. C'est effectivement le télétravail, c'est aussi le sens du boulot. À quoi ça sert ce que vous faites? Qu'est-ce que je vais faire comment je vais être utile? Bon. Et on voit bien que les discussions, par exemple, sur le salaire n'est plus la question première, notamment des jeunes. Alors après, quand on a une charge de famille, les choses évoluent. Mais donc, ça modifie des tas de questionnements. Ça modifie aussi, je pense, la fidélité à nos entreprises. Et c'est un vrai sujet. C'est-à-dire, je pense que les jeunes ont tendance souvent à partir assez facilement. Donc, c'est plus compliqué de garder les compétences. Ça aussi, c'est un vrai sujet, si vous voulez, là-dedans. Et puis, il y a ce que vous dites, il y a effectivement toutes ces questions des modifications des rapports sociaux. Et c'est pour ça qu'il faut considérer les tiers-lieux comme un lieu social. C'est aussi une entreprise d'une certaine façon, parce qu'on a besoin de liens, on a besoin d'échanges. Dire peut-être qu'un jour, au fond, les syndicats, ils se structureront dans les tiers-lieux, et qu'on sera structuré par section syndicale de tiers-lieux et pas par section syndicale d'entreprise. Je dis ça comme ça un peu pour rire, mais c'est pas complètement pour rire. C'est-à-dire que ces systèmes-là d'organisation doivent évoluer, les syndicats doivent évoluer. Vous savez que vous connaissez comme moi, mieux que moi même, l'absence de syndicalisation des gens. Ils se sont aussi éloignés des syndicats. Alors bon, vous êtes le premier syndicat français, donc évidemment, c'est pas essentiellement à vous qu'il faut le dire, et vous êtes le premier syndicat du privé, donc en plus, vous avez pris une position importante, mais il faut aussi se dire que tout ça va forcément évoluer. D'ailleurs, c'est marrant parce que je suis allé au comité directeur de la CFDT pour réfléchir sur ces questions avec Monsieur Berger il y a quelques mois, et donc il faut beaucoup y réfléchir, mais j'y insiste sur le sentiment de peur que j'ai ressenti, y compris dans les syndicats, comme chez le patronat. J'ai discuté plusieurs fois avec le président du MEDEF, et si vous voulez, je sens un sentiment de dépossession, des deux côtés. Et donc, entre le sentiment de dépossession, qui à mon avis n'est pas un sentiment positif, et puis le fait qu'il y a besoin de protection, de multiplier les protections, et c'est pour ça que j'ai insisté sur la protection des femmes, parce que je pense que souvent, c'est un peu comme la garde d'enfants dans les couples. Si la dame gagne moins, déjà ça se discute, mais enfin c'est comme ça, on peut espérer que ça d'ailleurs ça recule, mais enfin ça existe encore. C'est sûr que s'il y en a un qui doit passer à mi-temps parce que, etc., ça va être la femme. Donc il y a tous ces enjeux auxquels il faut être très attentif. Je suis bien d'accord avec vous.
Une dernière question, Jean Viard, avant de conclure cette émission. Une solution qui a été partagée là sur nos réseaux sociaux, c'est celle du travail rapproché. Vous connaissez cette initiative et l'association des dirigeants de l'Ouest qui l'expérimente avec plusieurs entreprises qui la testent depuis l'hiver dernier. Il s'agit de donner la possibilité à ses collaborateurs d'aller dans d'autres entreprises qui ont des bureaux vides pour se connecter à leur structure. Alors, on n'est pas dans un tiers-lieu, on n'est pas chez soi, on est dans le travail rapproché. Vous en pensez quoi de cette solution qui est testée, qui est relativement intéressante quand même, je trouve? Mais oui, non, mais je veux dire, attendez, il y a pas de, d'abord, ça dépend où on est, ça dépend des territoires. Moi, je crois que si vous voulez, on va vers une société d'hybridation. Donc, c'est ça qui se passe en fait. C'est des phénomènes d'hybridation. Alors, ça peut être des phénomènes d'hybridation travail-domicile, ça peut être des phénomènes d'hybridation travail-quartier, ça peut être dans une entreprise des gens qui utilisent les mètres carrés, y compris parce qu'il y a des entreprises où il y a moins de salariés qui viennent, donc il y a des mètres carrés disponibles. Dans certains cas, on peut les utiliser pour faire travailler d'autres gens. Je crois que si vous voulez, il faut avoir une culture de la souplesse qu'historiquement, on n'avait pas tellement. Et si vous voulez, on a des discours sur une société qui se défait, qui se déstructure. Moi, je la connais pas, cette société-là. Moi, je connais une société qui change, alors où il y a des gens qui ont des difficultés, hein, mais qui innovent, qui se transforment. Et on dirait toujours que tout ne marche pas. C'est pas vrai. Il y a des tas d'endroits où on est innovateur. Il y a des tas d'endroits. Regardez la SNCF. Elle a mis beaucoup de tiers-lieux dans des gares désaffectées ou dans des gares sous-utilisées, parce qu'elle a des bâtiments magnifiques qui relèvent de son époque, j'allais dire, où le train se redéveloppe, c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, on voit bien qu'on n'a pas besoin des gares, parce qu'en général, la gare aujourd'hui, le ticket, c'est une machine automatique. Vous voyez, donc il y a des lieux comme ça, les gares, c'est des très bons outils pour ça aussi. Parce qu'en plus, c'est bien pour faire des réunions, parce qu'on dit, voilà, je suis à la gare, je travaille à la gare, tu viens, et puis effectivement, tu prends le train pour arriver là. Donc, vous voyez, il y a toutes ces hybridations, parce qu'il faut garder l'hybridation transport, dans ce qu'on est en train de se dire, dans ces différentes connexions. Voilà. Donc, il y a tout ça qui est, disons qu'on est sur un vaste chantier, mais je crois qu'il va un peu augmenter nos libertés, et il faut toujours se dire, si on augmente notre liberté, on a gagné quelque chose. Et ceux qui perdent en liberté, ceux-là, évidemment, il faut les écouter particulièrement. Merci Jean Viard pour cet échange, pour cette conversation citoyenne, pour vos éclairages. C'était un plaisir de passer cette heure et demie avec vous. Notre émission touche à sa fin. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, d'avoir été aussi participatifs, d'avoir posé de nombreuses questions. Cette émission est à voir et à revoir, ainsi que l'ensemble de nos émissions et notre magazine sur nos réseaux sociaux et ceux de notre partenaire Harmonie Mutuelle, qui nous soutient dans cette rencontre ce soir. Notre site internet 100-transition-magazine.info pour également revoir cette émission, ainsi que sur la chaîne TBO, TB Sud. Un remerciement encore à Jean Viard, à vous internautes pour nous avoir suivis, à tout le staff technique. Passez une bonne soirée et prenez soin de vous. Merci à tous.